Bonjour à tous et bienvenue dans le Lab Quark. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne stresse pas que les étudiants, mais surtout ceux qui signent les diplômes, les directeurs d'école, d'organismes de formation et de CFA. Pour vous, un examen, ce n'est pas juste une note, c'est le sceau de confiance sur votre marque, c'est ce qui garantit que le diplôme a de la valeur sur le marché du travail. Mais à l'heure du tout numérique, de l'IA et des formations 100% en ligne, ce sceau n'a jamais été aussi fragile. La question n'est plus seulement est-ce que l'étudiant triche, mais plutôt comment est-ce que je protège la réputation de mon établissement? Comment je peux scaler mes formations sans exploser mes coûts de logistique? Est-ce que la technologie peut transformer cette contrainte en avantage compétitif? Pour hacker ce problème stratégique, je reçois Cédric de la Torre de la société Evaluo. Donc justement, pour commencer Cédric, est-ce que tu peux pitcher Evaluo, nous expliquer un peu ce que vous faites en quelques secondes? Donc en quelques secondes, Evaluo, c'est le partenaire stratégique pour organiser des examens en ligne. Tout simplement, c'est une plateforme complète qui permet d'organiser tout type d'examen de manière sécurisée. D'accord, donc notamment de traiter la question de la triche, c'est ça, d'empêcher toute triche de la part d'apprenants qui passent un examen. La triche, ça en fait partie. Ouais. On traite surtout de la conformité en fait, d'un examen. Et donc ça permet tout simplement de faire passer des examens, que ce soit en présentiel ou à distance, avec des technologies qui permettent de s'assurer de la conformité d'un examen, donc de s'assurer de l'identité des candidats et qu'il n'y ait pas de triche. Qu'il n'y ait pas de triche in fine. Quand on dit examen, est-ce qu'on parle d'un type d'examen en particulier? Est-ce qu'on est juste sur de la réponse écrite traditionnelle, sur des exercices de comptabilité sur Excel, sur des examens d'IT? Quel type d'examen, donc quelle technologie est-ce que vous couvrez? J'ai envie de dire qu'on couvre toutes les technologies. En fait, on peut faire passer tout type d'examen sur Evaluo. Ouais. Donc on peut retrouver tout le classique, des QCM ou des épreuves rédigées, mais aussi on peut retrouver des examens qui demandent de travailler sur des cas de finance sur Excel par exemple. Voilà, et il y a vraiment tout type d'examen qui peut être passé sur Evaluo. Tout est couvrable avec votre solution? Oui. Ok. Alors, qui dit triche dit bien sûr statistique. Et on a trouvé une statistique de l'ICAL, International Center for Academic Integrity, qui montrait qu'avant le passage à l'examen en ligne, environ 60% des étudiants avouent avoir déjà triché en cours. Et une fois les examens en ligne popularisés, on monte à 75%. Donc, est-ce qu'on triche plus en ligne? Et est-ce que ce sont des statistiques que vous observez côté... Alors, bon, là, on parle de tout au long de la carrière d'un étudiant, tout au long de l'apprentissage, mais côté examen, quelles sont à peu près les grandes stats? Alors, j'ai envie de dire que le passage à l'examen en ligne a peut-être incité des étudiants à vouloir tricher, surtout avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui permettent de générer du contenu. Nous, sur nos plateformes, ce qu'on enregistre, c'est qu'au déploiement d'Evaluo, on est plus autour des 2-3% d'étudiants qui tentent de tricher. 2-3%? 2-3%. Par examen? Par examen, oui. Ok. Donc, la différence avec les 60%, c'est qu'au sein d'un examen, on n'a pas 60% des étudiants ou 75% des étudiants qui essayent de tricher. On enregistre 2-3% de tentatives de triche sur les premiers examens. Une fois que c'est déployé, après quelques semaines ou quelques mois, on tombe en dessous des 1%. Ah, parce qu'au tout début, les apprenants qui trichent se sentent libres de pouvoir tricher et très vite sont rappelés à l'ordre par la plateforme? J'imagine, par la plateforme et surtout par les surveillants qui sont derrière la plateforme. D'accord, et qui, eux, ne loupent rien, mais on va parler justement juste après de comment ça fonctionne réellement. Et donc, tu le disais juste avant, il y a plein de techniques différentes de triche, qui plus est depuis qu'on a l'intelligence artificielle en plus, qui peut pré-mâcher une bonne partie du travail. On regardait quelles sont les techniques les plus utilisées. Depuis la nuit des temps, on a traditionnellement les anti-sèches, que ce soit dans la trousse, sur le bureau, même l'écriture sur une main. Le plagiat, bien sûr, reprendre la copie d'un autre apprenant. Et sinon, on a en tête de liste le smartphone, les montres connectées et bien sûr tout ce qui est messagerie instantanée.
outre l'IA qui est omniprésente et qui peut tout faire. Est-ce que vous, côté Evaluo, il y a des technologies ou en tout cas des patterns de triche qui reviennent le plus souvent? On a à peu près tous les cas. Donc, ça va de l'étudiant qui, comme avant, va essayer d'utiliser des anti-sèches. On a l'utilisation de l'IA, qui peut être utilisée soit sur un téléphone, soit directement sur l'ordinateur, et c'est ce qu'on essaye de détecter. Si on va plus loin, on a aussi des étudiants qui peuvent essayer d'utiliser des machines virtuelles, qui essayent c'est un émulateur qui permet de simuler un ordinateur dans un ordinateur. D'accord. Et donc on travaille à les détecter pour empêcher ces cas de figure. Donc c'est-à-dire que concrètement, un étudiant va créer une machine virtuelle, Windows ou autre, mais sur son ordinateur. Oui. Donc un ordinateur dans l'ordinateur. Exactement. Et ce qui permet, en tout cas pour la majeure partie, j'imagine, des solutions anti-triche, de ne pas détecter normalement qu'il est en train de faire d'autres choses. Ouais, le but, c'est de le détecter. Le but, c'est de le détecter. De ne pas le laisser rentrer sur l'examen si jamais l'examen est lancé justement dans une machine virtuelle. D'accord. Et donc ça, il y a des techniques dont tu as le droit de parler, ou c'est un secret maison? C'est plutôt un secret maison. C'est un secret maison. Ok. Maintenant qu'on a parlé des statistiques, justement, le but, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot, comment ça fonctionne, dans les limites de ce dont tu peux parler ou pas. Donc le proctoring, l'anti-triche en français, si on traduit littéralement, j'imagine que c'est un peu plus poussé qu'une simple webcam qui regarde si l'étudiant est bien là et s'il ne fait pas autre chose. Il y a un mix d'algorithmes, vous avez de l'IA aussi intégrée. Comment est-ce que ça fonctionne dans les grandes lignes actuellement? Actuellement, en fait, on va coupler plusieurs techniques. Nous, ce qu'on appelle la sécurisation. Donc tout simplement, en fait, on va détecter tout ce qui se passe sur l'ordinateur d'un étudiant à partir du moment où il est connecté à une salle d'examen. Donc c'est des alertes système classiques. Est-ce que l'étudiant est sur l'examen? Est-ce qu'il a ouvert une autre fenêtre? Est-ce qu'il est sorti de l'examen? Ça, c'est le premier niveau. Parce qu'il faut qu'il reste uniquement sur la page de l'examen. On a plusieurs cas de figure. Ouais. Il y a des examens où tout l'examen va se passer sur la plateforme, et il y en a d'autres où les étudiants ont le droit d'utiliser Internet, de faire des recherches. Et c'est là où le travail de surveillance se complexifie et où on a travaillé des process justement pour pouvoir les détecter efficacement. Donc le premier niveau, c'est la sécurisation. Donc les AR systèmes, c'est la base. Où est l'étudiant pendant l'examen? Le deuxième niveau, ça va être ce qu'on appelle le proctoring ou la télésurveillance. Donc en fait, on va tout simplement capter le flux caméra, écran et micro de l'étudiant. Ouais. Et ça, on va pouvoir le surveiller soit en temps réel. Donc en fait, on va connecter des surveillants et des étudiants en même temps pendant l'examen, ou en différé. Ça veut dire que les étudiants vont passer l'examen en toute autonomie. Et ensuite, on vient vérifier. Voilà, on vient vérifier les vidéos qui sont stockées et qui sont ensuite consultables sur notre plateforme. Et alors, dans quel cas est-ce que j'utilise du temps réel et dans quel cas est-ce que j'utilise de la surveillance en différé en regardant en aval? Alors ça dépend de pas mal de facteurs. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une volonté d'organiser l'examen au niveau national, donc pour plusieurs étudiants sur une même certification, pour des problèmes d'équité? Ou est-ce qu'il y a une volonté d'agrandir, si je peux dire, l'accessibilité à l'examen? C'est-à-dire qu'avec nos technologies, on s'est déjà défait en fait de la contrainte de la barrière géographique. L'étudiant peut être un peu n'importe où dans le monde quand il passe l'examen. Le différé, il va permettre aussi à l'étudiant de passer l'examen à toute heure du jour ou de la nuit, en fait, à n'importe quel moment, 7 jours sur 7. D'accord. Evaluo, est-ce que c'est une surcouche qui est installée par défaut sur les ordinateurs des apprenants ou est-ce que c'est simplement un applicatif qui se lance pendant la durée de l'examen? On va avoir, en fait, encore une fois, on a plusieurs cas de figure. Donc Evaluo, à la base, c'est un site web sur lequel l'étudiant se connecte. Et dedans, on peut soit ajouter toute la partie examen, et donc l'examen se passe sur Evaluo, ou alors l'examen peut se passer aussi sur d'autres plateformes, et nous, on vient vérifier. Justement, on ne fait que la partie surveillance de l'examen. Et donc, on vient vérifier que l'examen s'est bien passé sur une plateforme tierce qui permet aussi de faire passer des tests. D'accord. Et donc, tu disais qu'on capte les flux, webcam, partage d'écran, microphone. Et donc,
il peut y avoir de la surveillance humaine, Oui. physique, et est-ce qu'il y a aussi des algorithmes d'IA qui vont analyser les patterns de souris ou j'en sais rien, les ondes présentes dans la pièce au niveau du microphone ou d'autres éléments directement pour essayer de pré-signaler, de pré-flaguer des cas qui pourraient être de la triche et à vérifier? Oui. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait trois bases en fait pour la sécurisation et la surveillance d'examen. Donc la première, c'est les alert systems. Ouais. La deuxième, c'est la télésurveillance. La troisième, c'est un agent IA qui vient compléter les alert systems et qui vient analyser tout simplement l'audio, le micro de l'étudiant pour détecter s'il y a potentiellement plusieurs voix dans la pièce, s'il y a une communication. On peut aussi les hauteurs de voix différentes. Et s'il y a des voix différentes. D'accord. Donc ça permet soit en temps réel d'alerter un surveillant, ce qui se passe pour l'examen d'un étudiant, ou en différé, tout simplement de notifier une alerte qui permettra à un surveillant d'aller vérifier après coup ce passage de vidéo où il y a eu plusieurs voix. D'accord. On peut aussi analyser l'image et donc essayer de détecter s'il y a plusieurs personnes à l'écran, etc. quoi. Et donc, par exemple, si je sors mon téléphone et que la webcam, enfin qu'il est dans le champ de la webcam, le système va signaler qu'il y a un élément qui ne devrait pas être à l'écran. Exactement. Maintenant, dans le process, on essaye d'isoler le téléphone avant l'examen. Ah. Donc il y a une salle d'accueil, on vient contrôler l'identité des étudiants et en plus on peut leur demander de montrer un téléphone portable à la caméra et de le poser en évidence en dehors de l'espace de travail. D'accord, oui, moi j'avais connu bien sûr les anti-triches où il fallait au début de l'examen simplement montrer autour de soi à 360 qu'il n'y avait personne d'autre et ne plus bouger de la chaise. Mais on est un peu plus évolué maintenant. Alors c'est ce qu'on fait en fait concrètement. C'est avant toujours l'examen, c'est toujours le cas. Maintenant en fait chaque établissement peut ajouter en fait ses moyens de contrôle à lui. Ce qui est demandé dernièrement, oui, c'est de montrer un téléphone. Maintenant on n'est pas dupe. On sait que l'étudiant peut avoir un deuxième téléphone caché. Voilà, le but c'est surtout de dissuader, je pense, les étudiants en mettant des moyens de contrôle et donc d'empêcher déjà l'intention de triche avant qu'elle ait lieu. D'accord. Et donc, on parlait de collection de flux, vidéo, écran et ainsi de suite. Comment ça fonctionne en termes de RGPD? Parce que j'imagine que vous n'avez pas forcément le droit de stocker et conserver toutes ces données pro et perso pendant des lustres. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les règles? Et est-ce qu'il y a une crainte du côté des écoles ou des apprenants? Je ne sais pas si on peut parler de crainte, mais en tout cas, la question est toujours soulevée. Donc, côté RGPD, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les moyens mis en œuvre doivent être proportionnels à l'importance de l'examen. Comme la légitime défense. Voilà, exactement. Et ce qu'on préconise, nous, c'est de conserver les vidéos le temps que l'étudiant peut contester sa note ou son résultat. Donc, en général, c'est 2 à 3 mois après la communication des résultats à l'examen. Dans les faits, c'est l'établissement qui conserve la gouvernance des données. Donc s'il veut les supprimer tout de suite après l'examen, les conserver quelques mois, en fait c'est l'établissement qui va décider le temps de conservation de ces données. Donc eux, ont la gouvernance du temps de conservation et en l'occurrence, c'est vous qui avez le stockage. Et nous, on a le stockage, oui. D'accord, donc stockage en France ou en Europe? En France, oui. C'est ça. D'accord. Et côté apprenant, est-ce qu'il y a des réticences à tous ces systèmes d'enregistrement? Est-ce que ça fait peur ou est-ce que c'est totalement acquis et normalisé? Je pense que je me tromperais si je disais que ça fait plus peur et que c'est acquis et normalisé. Maintenant, moi, ce que j'observe, ça fait 5 ans qu'on fait ça, il y a de moins en moins de réticences. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a mis en place soit des process humains ou technologiques qui permettent de rassurer les apprenants. Quelque chose de tout simple, mais l'apprenant, quand il est surévalué en examen, il a un retour caméra et en fait, il peut se voir. Et ça a été tout simplement un retour des apprenants qui nous disaient que c'est une chose de se faire surveiller, mais qui comprennent en fait derrière la valeur et qu'on est en train de protéger en fait la valeur du diplôme, mais que c'est rassurant de pouvoir se voir tout simplement et d'avoir un effet miroir et ok, je sais que je suis surveillé, qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, mais au moins j'ai mon reflet, je sais à quoi je ressemble en ce moment. Et de savoir si on est bien coiffé
Voilà. pendant l'examen. Et c'est d'autant plus efficace parce que quand on affiche l'écran pour surveiller l'étudiant, on voit aussi la caméra qui s'affiche. D'accord. On peut surveiller les deux flux en un coup d'œil. Et vous récupérez du coup aussi des feedbacks des étudiants pour améliorer la plateforme. Alors ça, on les récupère tout simplement en continu. Il y a des examens tous les jours sur Evaluo. Forcément, le service support en fait, est sollicité tous les jours parce qu'on a, derrière la plateforme, il y a des vrais humains qui s'occupent d'accompagner les étudiants. Et donc, on les récupère en fait en continu tous les jours. Il y a d'autres choses qu'on fait aussi pour les étudiants. Ce qu'on organise souvent en début d'année, c'est un webinar. En fait, on vient réunir plusieurs centaines d'étudiants dans un événement en ligne où on vient présenter la plateforme, mettre un visage aussi sur les surveillants qui sont derrière la plateforme. Tout au long de l'année, du coup. Voilà, montrer qu'on est disponible. Et c'est un moment où ils peuvent poser toutes leurs questions et on dédramatise un peu l'expérience avant que la plateforme soit déployée sur tous les examens. Oui, ce qui doit être génial pour le coup, pour répondre à toutes les questions et trouver des idées de développement pour satisfaire autant l'utilisateur final que le commanditaire. On a parlé du temps réel du différé, on n'a pas parlé de l'anti-plagiat. Oui, alors, tu as totalement raison. Allons-y, sur l'anti-plagiat En termes de IA. sécurisation, l'anti-plagiat IA, ça trouve un autre cas d'usage. Mhm. Parce que là, on parle de télésurveillance, donc c'est plutôt pour des examens type étude de cas, comme dans une salle où l'apprenant va composer pendant 2-3 heures, traditionnel. Et derrière, on a d'autres types d'examens, donc des rapports de stage, des mémoires. Et donc là, la télésurveillance, elle est impossible, parce que c'est un travail sur plusieurs mois. On ne va pas pouvoir télésurveiller un étudiant pendant plusieurs jours. Et donc là, on vient activer des fonctionnalités d'anti-plagiat et de détection de contenu généré par IA. D'accord. Tout simplement, en fait, ça commence par comparer les copies entre elles et à faire une analyse de similarité entre les copies de différents étudiants au sein d'un même examen. Pour voir s'il y a eu de l'entraide, s'il y a eu communication. S'il y a du plagiat entre étudiants. Deuxième niveau, on vient comparer les rendus des étudiants avec des bases de données. D'accord. Pour voir s'il y a du plagiat. Et donc, du copier-coller sur des sites publics. Et donc sortir un taux de plagiat. Et troisièmement, on vient détecter aussi si du contenu a été généré par IA. D'accord. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la recette. J'imagine que c'est hyper complexe parce que il y avait eu longuement en discussion l'idée que tous les LLM insèrent une signature dans tout texte ou image générée par IA, ce qui aurait permis de flaguer quasiment directement n'importe quelle ressource en disant oui, c'est certain que c'est fait par IA. Je ne crois pas que ça a été fait au final, mais arrête-moi si je me trompe. Et donc du coup, ça veut dire que vous êtes obligé d'analyser si des patterns de mots ressemblent à ce qu'aurait fait l'IA ou... C'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça. On vient générer, sans trop en dire, on vient générer plusieurs patterns sur la base d'une question qui est posée. On vient les comparer avec les réponses des étudiants. Maintenant, j'ai envie de dire que les IA évoluent et s'améliorent. Et donc, c'est une course sans fin. On sera toujours obligé de réanalyser, de comprendre et de faire évoluer le système pour toujours essayer de faire remonter un taux satisfaisant. Et de contrer l'ingéniosité à l'inverse des tricheurs invétérés qui sont de plus en plus créatifs aussi. Exactement. Je pense que ça peut être intéressant et bien sûr, on va parler de Quark aussi. Et on a officialisé il y a quelques jours un partenariat entre Evaluo et Good Grades, qui est notre solution de correction de copies d'examen par intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que pour Evaluo, ça faisait sens de faire ce partenariat et qu'est-ce que vous attendez derrière ? J'imagine que c'est intéressant de proposer toute la chaîne de valeur, de couvrir toute la chaîne de valeur de la correction. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ton côté ? L'idée, c'est qu'en fait, Evaluo a beaucoup évolué au cours des dernières années. Au début, on était plutôt un outil qui permettait simplement d'évaluer. Ensuite, on a ajouté la télésurveillance. Aujourd'hui, on commence à avoir une richesse fonctionnelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes qui font autant de fonctionnalités. Parce qu'on fait des examens écrits, des oraux en soutenance. On a de l'anti-plagiat, on a de la sécurisation de la télésurveillance. Et donc, la correction par IA vient compléter cette richesse fonctionnelle. Elle est tout simplement logique
et elle s'intègre facilement dans notre application, parce que si je peux traduire ça comme ça, c'est une case à cocher quand on programme un examen sur Evalue, rien de plus. Et c'est un besoin côté école ou organisme de formation qui a été exprimé, mais de la même manière que la télésurveillance il y a quelques années, on voit qu'il y a quelques solutions qui voient le jour et qui génèrent de la curiosité ou même peut-être de l'envie du point de vue de certains établissements. En fait, c'est simple, ça vient rationaliser la correction d'examen. C'est ça. Mais je ne sais pas si vous avez eu la même chose, mais donc nous, Good Grades, ça fait depuis 2022 qu'on commence à faire des tests de différents moteurs, de différents systèmes de correction pour réussir à arriver à ce modèle où on est à 0,2 points d'écart entre une correction humaine et une correction par Good Grades. Et en 2022, il y a 3 ans, il y avait beaucoup de réticences sur l'utilisation de l'IA pour des tâches comme la correction. Beaucoup de blocages et de bannières levées en disant non, surtout pas, ça c'est trop touchy, jamais de la vie. Et alors qu'en 2025, on a des groupes d'écoles, des écoles, des universités qui viennent directement nous voir en disant mais attendez, mais c'est bête de ne pas utiliser l'IA pour ça. Ah, vous le faites, mais c'est génial, ça nous fait économiser du temps. Mais il y a une vraie mentalité et sûrement un niveau de connaissance sur l'IA qui a changé et qui change structurellement, oui, même en français, l'approche qu'ont les acheteurs de ces solutions. Mais je pense que j'ai vécu le même processus. Ouais. En 2022, je pense que j'étais réticent quand j'ai entendu les premières solutions d'IA qui corrigent. Mais en fait, ça va vite. L'IA, elle est parmi nous depuis 4 ans. Et voilà, les usages, en fait, évoluent. Et on a de plus en plus confiance aussi en l'IA. Et ça, on le constate, nous, avec les écoles avec qui on échange. Elles sont prêtes aujourd'hui à essayer justement ces fonctionnalités parce que tout simplement, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai pas envie de faire de généralité, de parler à la place des enseignants, mais il y a déjà des enseignants qui utilisent de l'IA aussi pour corriger, qui vont prendre des copies et les faire corriger par ChatGPT, sauf que ChatGPT n'est pas fait pour corriger des copies. Donc c'est intéressant en fait d'avoir une IA qui est vraiment dédiée à ce... qui a été fine-tunée réellement pour cet objectif. Qui cadre, tout le cadre. Il y a toujours la question de la collection des données, donc de la propriété de l'examen, derrière même de la propriété des copies quand on les donne à d'autres instances. Et il y a la question RGPD, in fine, qui reviendra toujours, que ce soit de la correction ou de l'encadrement d'évaluation. Ça, c'est clair et net. Et on a justement, je pense aussi, une problématique commune qui est d'assurer les résultats. Là, je pense au cas d'Evaluo. Comment est-ce que vous traitez ? Parce que j'imagine qu'avoir un faux positif, donc votre système qui dit « Monsieur Dupont a triché », alors qu'en fait, Monsieur Dupont n'a pas triché, serait vraiment préjudiciable à la fois pour l'élève qui vivrait une injustice, que pour l'école qui accuserait quelqu'un d'innocent, que pour vous, in fine. Donc, comment est-ce que vous traitez ces potentiels faux positifs ? L'idée, c'est que la technologie soit supervisée par un humain, simplement. Donc, dans le cas de la télésurveillance, il y a toujours un humain qui vient vérifier derrière ce qu'a fait l'IA, en fait, les notifications, si je parle de surveillance, qui ont été générées par le système. Donc l'IA ne prend jamais la décision toute seule. Elle est cadrée par l'humain à la base, en fait. Et c'est uniquement l'humain qui peut déclencher une action de dire « Ok, il y a eu triche de la part de tel élève ». In fine, oui. Et puis derrière l'application, en fait, ce sont les établissements qui gèrent la plateforme. Donc l'IA, en fait, que ce soit même une IA ou un surveillant d'Evalue qui notifie une triche, ça finit toujours entre les mains d'un humain auprès de l'établissement qui viendra vérifier et valider cette triche qui a été... Et donc de manière un peu plus quasiment philosophique, où est-ce qu'on peut mettre ce curseur justement entre ce qui est traité par un système informatique ou une intelligence artificielle, notamment dans le processus d'évaluation, et ce qui se doit d'être traité par un humain. Parce que sur le principe, techniquement, on pourrait automatiser toute la chaîne de A à Z sans aucune intervention humaine.
en se disant l'élève fait son examen, tout est surveillé, donc il n'y a pas de triche, sinon c'est flagué comme une triche. Derrière, c'est corrigé automatiquement par GoodGrades et il reçoit sa note avec le corrigé, le feedback et point. Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut aller et où est-ce que pour toi, ça te semble autant en termes techniques éthiques, réellement pertinent et nécessaire de garder quelqu'un en garde-fou? L'idée, c'est que si on parle de la correction par IA, les gens s'imaginent peut-être en fait qu'on envoie une copie dans ChatGPT et qu'on reçoit en fait une note et toutes les appréciations qui sont déjà notifiées. Sauf que l'IA, elle est nourrie. Un peu plus Elle loin. est nourrie avec des corrigés types, avec des référentiels d'évaluation, avec voilà, elle est cadrée avec du contenu. Déjà, elle ne travaille pas sur une base vide, mais elle travaille vraiment sur une base qui est cadrée. Et donc, l'IA est déjà cadrée par l'humain avant d'être déployée sur la plateforme. Et derrière, la question, c'était... La question, c'était, techniquement, on peut tout automatiser. Ouais. Sur ce processus, quelles sont pour toi les interventions qui se doivent de rester humaines pour avoir vraiment un garde-fou contre toute erreur, grossière erreur in fine? Bien, en fait, une relecture, tout simplement. Je pense qu'aussi, ça dépend des plateformes qui proposent ces solutions, mais elles peuvent peut-être mettre en avant des indicateurs à destination d'un correcteur, en tout cas d'un responsable, qui aurait des indicateurs pour pouvoir relire les corrections effectuées par l'IA et savoir quelle copie mérite d'être réellement relue ou pas. Oui, ce gain de temps de se dire celle-ci, vraiment, il n'y a aucun doute, donc pas besoin de s'y replonger. Il y a peut-être aussi une notion d'échantillonnage. Ouais. Avant de déployer l'IA de correction sur des dizaines de milliers de copies d'un coup, y aller par échantillonnage pour justement calibrer l'IA et sa manière de corriger. D'accord, et donc ça veut dire en fait garder un humain à chaque fois qu'il y a une décision officielle à prendre de sanction d'une triche ou même de publication d'une note si on parle de correction. Oui. Ouais. Ok, on parlait du risque réputationnel sur le faux positif, du côté philosophique aussi de jusqu'où est-ce qu'on peut automatiser et où est-ce qu'il faut garder des garde-fous. Mais donc concrètement, maintenant que vous avez, je crois, fait passer quelques milliers d'examens et surveillé quelques milliers d'élèves, en termes d'adoption sur le terrain, quand tu présentes Evaluo à une école, à un organisme de formation, qu'est-ce qui motive et crée un réel engouement et quels sont, à contrario, les limites, les freins qui sont tout de suite apparents chez un prospect? Alors, ça a évolué encore une fois. Ouais. Quand on a lancé le proctoring en 2021, on avait pas mal de levées de boucliers, j'ai envie de dire, de manière générale, tout type d'établissement. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est adopté. Je présente rarement la solution à un établissement qui ne veut pas de télésurveillance. Donc, en fait, quand je présente la solution, c'est que quelque part, il y a eu de la curiosité et qu'on est venu nous chercher justement pour présenter cette solution. J'imagine qu'il y a encore plein de professionnels qui sont réticents pour plein de raisons qui leur appartiennent. Aujourd'hui, c'est peu le cas. Quand on vient nous voir, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin pour de la télésurveillance ou de la sécurisation. On a énormément de cas d'usage, c'est-à-dire qu'Evaluo, il est déployé dans certaines écoles en présentiel. Et donc, on ne vient pas activer toute la partie télésurveillance qui n'a pas lieu d'être, mais simplement la sécurisation, ce qu'on avait dit, les alertes système. On va avoir des cas dans le cadre du concours Galaxy où en fait on fait passer un concours à 2500 étudiants qui sont tous dans 60 pays différents. D'accord. Ça c'était des stats, ils étaient dans une soixantaine de pays et qui postulent pour des écoles qui sont Cergy. Et donc ça permet par exemple à un étudiant coréen de postuler à des écoles parisiennes sans avoir à prendre un billet d'avion et un hôtel pour passer le test. On a plein de cas d'usage et on vient nous chercher justement parce que derrière, il y a une vraie valeur. On a aussi tout simplement de plus en plus d'établissements qui sont sur du 100% distanciel. Et donc là, ça trouve tout son sens.
Et on a aussi des cas où on travaille avec la mission handicap, donc pour des étudiants qui, pour une raison ou une autre, vont avoir des difficultés à se rendre au sein de l'établissement. On peut parler d'handicap moteur, mais on peut aussi parler des étudiants qui sont atteints d'une phobie scolaire. Et donc pour ce type d'étudiants, c'est beaucoup plus simple de passer un examen à distance. À distance, en ayant l'assurance qui se déroule selon les règles. Exactement. Donc je me suis peut-être un peu éloigné du sujet. Mais alors, surtout, tu viens de dire quelque chose qui a attisé ma curiosité. Tu disais selon le pays, la langue et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez aussi surveiller un examen dans un autre pays, au Japon, dans une autre langue, et voire même sur un autre système d'exploitation, ou est-ce qu'il y a des limites quand même en termes de langue ou de technologie? En termes de langue, alors la plateforme actuellement, elle est disponible en français et en anglais. D'accord. On va ajouter plusieurs autres langues. Par contre, ça n'empêche pas un étudiant d'écrire dans une autre langue. C'est juste la plateforme elle-même qui est disponible en français ou en anglais. Sinon, je ne vois pas de limite directe. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est d'Evaluo, c'est un site web. Il est compatible quasiment tout système d'exploitation, et au niveau des navigateurs, on est compatible Chrome, Edge, Safari et Firefox. D'accord. Avec les principaux y a pas de souci. Navigateurs. Mais donc ça ne changera pas si je suis sous Linux et que on tourne sous Linux. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. C'est simple question de curiosité. Est-ce qu'il y a eu déjà on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais des blocages quand tu présentes la solution, mais des blocages côté étudiant, côté bureau des élèves ou autres représentants d'étudiants? Est-ce que certains se bloquent pour X ou Y raison? Alors, je sais qu'il y a eu des blocages historiquement d'étudiants envers les plateformes de télésurveillance, d'examen. Nous, on n'en a jamais connu. On n'a jamais eu de fronde d'étudiants anti-Evaluo. Donc ça, on ne l'a pas vécu. Non. Eh bien, écoute, parlons plutôt dans ce cas-là ROI. J'imagine qu'Evaluo a un coût qui est peut-être qui est sûrement privé ou en fonction du projet, de la taille de l'établissement ou autre. Mais si on parle, non pas coût, mais ROI, est-ce que ça coûte plus cher que de faire passer un examen en classe? Est-ce que j'ai des économies d'échelle? Plus j'en fais passer en ligne, moins ça me revient cher. Comment est-ce que fonctionne le côté ROiste de la surveillance à distance? L'idée, c'est qu'il y a une variété de cas d'usage. Donc en fait, chaque cas mérite justement un calcul pour voir si derrière il y a un ROI qui est atteint ou pas. La réalité, c'est qu'au final, quand on déploie un examen sur Evaluo, si on compare les coûts de la plateforme à côté de la nécessité de devoir peut-être louer un entrepôt pour faire passer pendant 3 jours des examens à 700 étudiants, quand on fait ce calcul, on s'y retrouve. Sur un cas concret, là on avait fait les calculs pour une école que je nommerai pas. Ouais. Pour 3 jours d'examen, on faisait économiser quelque chose comme près de 30 à 40%. Oui, d'accord. Donc oui, bien sûr. Donc ça coûte moins cher dans tous les cas que le présentiel. Ça coûte moins cher avec le fait de devoir louer un espace dédié à un examen. Et par contre, ça peut... À côté de ça, il y a les établissements ont tous ils ont tous un lieu, donc une école en fait, où ils accueillent leurs étudiants, et ça leur permet en tout cas d'augmenter leur nombre d'étudiants. Oui, ça permet de scaler. Ça permet de scaler, d'ouvrir des formations à distance, etc. Et de ne pas monopoliser des salles de classe dans lesquelles on devrait avoir des cours pour le moment de l'examen. D'accord. Et est-ce que le fait d'utiliser Evaluo peut être un argument marketing de la part de l'école? Ou pas, de dire on utilise cette technologie? Alors, vis-à-vis des élèves, peut-être pas, ou ça peut rassurer sur la fiabilité du diplôme, potentiellement. Mais est-ce que ça peut donner bonne presse aux écoles auprès d'organismes publics, des OPCO de France Compétences ou autres?
Alors, du point de vue des étudiants, je pense qu'on gagnerait à faire connaître la marque auprès des étudiants qui n'ont jamais passé d'examen sur Evalio. J'espère que ceux, en tout cas, qui ont passé des examens sur Evalio ont passé une bonne expérience et qu'ils en parlent à côté, en dehors de l'école, et qu'on délivre une expérience, parce qu'il y a vraiment des humains, comme je l'ai dit, qui sont derrière. Ce n'est pas que de l'IA et de la techno. Il y a vraiment toute une équipe derrière. On a plus de 200 surveillants dans le réseau. Certains qui sont spécialisés à mission handicap. Donc on met vraiment les moyens en fait pour satisfaire les étudiants. Du point de vue d'autres organismes, je pense que ça peut être un argument, parce que tout simplement on offre un environnement sain pour passer des examens. L'examen peut se passer sur Evalio ou en dehors d'Evalio, donc on ne vient pas changer les habitudes des établissements qui sont déjà installés avec d'autres plateformes. Et derrière, il y a tout le volet sécurisation. En fait, la plateforme audite en temps réel les examens. Donc, ça permet d'avoir derrière une traçabilité complète du parcours d'examen d'un étudiant qui veut passer une certification in fine. Voilà, tout est notifié, on en parle très peu, mais on vient produire tous les éléments de preuve. Donc, chaque examen est accompagné d'une feuille de présence, d'un procès verbal d'examen qui est ensuite signé. On n'en parle pas aussi, mais on a intégré de la signature électronique au sein de la plateforme. Donc voilà, on a une traçabilité de tout ce qui se passe et toute conformité ou non-conformité à l'examen, de toute façon, est détectée et notifiée. Et alors, du coup, on va déjà aller un peu vers l'avenir et les projections. Est-ce que tu penses que c'est déjà une volonté de la part de France Compétences, par exemple, de rendre obligatoire l'usage d'outils d'anti-triche s'il y a examen distanciel, ou est-ce que ce n'est pas encore du tout dans le débat public au niveau des acteurs publics? Alors, je pense que ça... J'ai pas d'informations directes de France Compétences, mais je pense que ça doit être quelque part dans le débat public quand on parle avec les certificateurs, où je pense qu'il y a une volonté générale justement d'ouvrir ces possibilités-là et d'ouvrir les possibilités à tout établissement de faire passer des examens en ligne. Et je leur dis que ce soit en présentiel ou à distance, mais surtout de mettre les moyens pour automatiser tout le processus d'évaluation et la remontée d'informations et de preuves. Donc au final, les établissements sont audités. Les certificateurs sont aussi audités. Donc si on fait remonter des informations en temps réel et tous les dossiers et les éléments de preuve, je pense que les autorités ont tout à gagner à pousser justement à évoluer dans ce sens-là. D'accord. Et donc, si on continue de parler de l'avenir, il y a des méthodes de triche qui ne sont pas encore forcément répandues. J'avais vu qu'il y a les premiers cas d'utilisation de deepfake, d'avatar pour pousser un clone de soi à la webcam alors que c'est quelqu'un d'autre qui passe l'examen. Est-ce qu'on ira jusqu'à une authentification biométrique des personnes avec empreinte digitale? Comment est-ce qu'on va pouvoir contrer ça et implémenter de nouvelles technologies? Je voyais alors j'avais noté le nom, le Keystroke Dynamics, donc pour vérifier la vitesse de frappe et si le son des touches est cohérent avec ce qui est tapé dans la plateforme. Oui. Voilà, jusqu'où est-ce qu'on va aller sur les technos et sur les défis? Alors je ne connaissais pas ce mot, hein. Je suis pas technique, mais sûrement que mon CTO le connaît. C'est des choses qui sont déjà déployées en tout cas. D'accord. Donc le suivi, oui, de la vitesse de frappe pour savoir si c'est une vitesse de frappe humaine ou si on a copié-collé tout simplement du contenu. Et on peut aller jusqu'au son des touches. Je ne sais pas si on va jusqu'au son des touches. Techniquement, ça c'est plutôt notre service technique qui a les détails de la recette là-dessus. Ce que je peux dire, en fait, c'est sur tout ça, je pense qu'il faut y aller avec bonne intelligence. Il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours un moyen d'essayer de tricher, de détourner justement, la conformité d'un examen, donc d'essayer de tricher. À nous d'écouter ce qui se passe, tout simplement, et de mettre en place des mesures cohérentes. Je pense qu'il faut faire attention quand on parle
d'analyse biométrique. Aujourd'hui, en tout cas au sens du RGPD, c'est totalement interdit. Donc, D'accord. sur les examens, on ne vient pas analyser biométriquement en fait, le visage d'un étudiant. Oui, on ne peut pas comparer si la photo est similaire à la personne qui a l'écran. Voilà, ça on se l'interdit. Il faut voir comment la loi évolue et est-ce qu'il faut le faire ou pas, où est la limite. Et je pense que ça doit être justement une discussion qui doit se créer naturellement entre tous les parties. Donc je pense aux certificateurs, aux établissements de formation, d'enseignement. Je pense aussi aux étudiants et aux EdTech, aux plateformes d'examen. Ça doit être une discussion constructive. Bien sûr. Et ouais, qui va évoluer en fait naturellement au fil des années. Ok. Pour boucler la boucle, Cédric, si tu devais me donner un pourcentage de confiance pour un examen en ligne surveillé par une solution comme la vôtre, quel serait-il ? Pour une solution comme la mienne, alors je ne parlerai pas pour les autres solutions, mais un examen sur Evalio, je pense qu'on peut avoir 100% confiance en l'examen qui est passé. Oui. Magnifique. Eh ben, merci beaucoup Cédric d'être venu nous parler d'Evalio et de l'anti-triche. Merci à toi. Et au plaisir de faire de belles choses par la suite sur la surveillance des examens et la correction de copies aussi avec Good Grades. Merci.